Bonjour, bienvenue à cette nouvelle édition des Mardis de l'Iris. Mon invité est Jean Guignasti, directeur de recherche, spécialiste de la Russie, où il a été ambassadeur. Bonjour Jean. Bonjour Pascal. Donald Trump avait promis de régler la guerre en Ukraine en 24 heures. Eh bien, c'est toujours pas réglé. Il y a même plutôt une intensification des combats, semble-t-il. Il y a une intensification des combats et en plus, on est en termes de négociation dans une situation bien moins bonne et bien moins favorable à la paix qu'on ne l'était en 2022 au moment de la réunion d'Istanbul. En fait, on a perdu énormément de terrain. Il y a beaucoup de choses que l'Ukraine avait acceptées en 2022 qu'elle n'accepte plus, et beaucoup de choses que la Russie n'avait pas demandé en 2022 et que maintenant elle demande. Donc on est plus loin que jamais d'un accord de paix. Alors, ce qui étonne beaucoup de monde, c'est qu'à un moment donné, on pensait que Zelensky allait faire des concessions, mais il n'en fait pas plus, et Poutine non plus. Et on aurait pu penser que Poutine allait prendre la balle au bon de Donald Trump en disant j'empoche mon bénéfice, mais ça ne lui suffit pas. Que demande-t-il de plus qu'il n'ait déjà? Alors, il n'est pas impossible que Poutine se soit fait intoxiquer, de même qu'en 2022, il s'est fait intoxiquer par ses services de sécurité qui lui ont dit qu'il allait prendre l'Ukraine et que les soldats russes seraient accueillis avec des bouquets de roses. De même, j'ai l'impression que ces militaires lui ont dit c'est pas le moment de lâcher parce qu'on va tout prendre, on a l'avantage sur le terrain, on va gagner et donc c'est pas le moment de négocier. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de parallélisme. Alors maintenant, on n'a pas la réponse dans le deuxième cas, puisque tout dépend de la défense ukrainienne. D'autre part, l'Ukraine, plus le temps passe, plus il y a de morts, plus il y a des dévastations, plus c'est difficile pour l'Ukraine d'accepter de faire des concessions territoriales. Et en même temps, l'Ukraine a eu, pendant tout le processus de négociation de Trump, qui a maintenant quasiment échoué, le soutien total de l'Union européenne, ce qui l'a peut-être, comment dirais-je, galvanisé dans son désir de résister aux Russes et de ne pas accepter les propositions russes tout à fait rédhibitoires, hein, de plus en plus dures et aboutissant en fait à une sorte de tutelle sur l'Ukraine. Et alors, est-ce qu'il serait possible, enfin, est-ce que Trump pourrait pas à la fin se fâcher? Est-ce que Poutine pourrait avoir des garanties de la part de Trump que finalement, quoi qu'il fasse, il ne fera rien, que quoi que fasse Poutine, lui ne fera rien? Parce que c'est bien l'espoir d'un arrêt de l'aide américaine à l'Ukraine qui donne à Poutine le droit d'être plus radical dans ses revendications. Oui, mais j'ai quand même un peu l'impression, quand les Russes ont refusé des offres de Trump, qui étaient quand même extrêmement favorables, puisque ça devait être à peu près vers la mi-avril, un peu plus tard, Trump a proposé de donner les territoires occupés à la Russie en les reconnaissant de facto, de reconnaître de jure la Crimée et de neutraliser l'Ukraine, pas d'OTAN. Donc c'était quand même honnêtement 80% des demandes, enfin 75% des demandes russes. Et là, les Russes n'ont pas accepté. C'est à ce moment-là qu'en fait, Trump aurait dû mettre la pression sur la Russie, faire voter des sanctions, dire attention, etc., etc. En fait, à part quelques propos menaçants ou critiques, il n'a rien fait. Et pourquoi n'a-t-il rien fait? À mon sens, hein, on n'en sait rien, mais à mon sens, c'est parce que sa priorité, c'est de normaliser économiquement avec la Russie et que l'Ukraine n'est pas un dossier suffisamment important pour lui qu'il justifie de renoncer à un minimum de normalisation avec la Russie. Donc s'il avait dû prendre des sanctions, je pense qu'il les aurait prises déjà. Il a dit d'ailleurs que d'abord il a rompu avec les Européens sur la question des sanctions secondaires, ce qui est quand même très étonnant. Et ensuite, il a dit à j'allais dire aux membres du Congrès, bipartisans d'ailleurs, qui demandent des sanctions, qu'il considérait que ce n'était pas le moment. Mais j'ai peur que ça ne soit jamais le moment. Hein. Mais est-ce qu'il pourrait, la guerre continuant, rétablir une relation normale avec la Russie pendant qu'il y a des combats, pendant que la guerre continue?
C'est difficile à dire. L'espoir de Poutine, c'est de régler son compte rapidement à l'Ukraine, complètement. Donc, effectivement, pendant l'intensification des combats, je vois mal la moindre normalisation entre la Russie et les États-Unis. Sauf qu'il y a sans doute des choses qui se préparent en douce. Il va y avoir le forum de Saint-Pétersbourg, là, et il y a une très forte délégation américaine qui sera là. Alors, pas au niveau ministériel, pas officiel, mais il y a beaucoup d'entreprises américaines qui préparent le jour d'après. Mais les Ukrainiens, de leur côté, ont réussi un coup tactique ou stratégique important en frappant très en profondeur la Russie. C'est quand même. Est-ce que ça pourrait pas amener Poutine à faire des concessions en disant qu'il n'est pas à l'abri quand même de ce type de rétorsion ukrainienne? Connaissant la mentalité russe, c'est plutôt une crispation. Après, d'abord, le bombardement, la dizaine d'avions stratégiques qui a été peut-être 20, qui a été détruit, comment dirais-je, ne change pas l'équilibre des forces sur le terrain. Ça n'a pas de conséquences stratégiques, sauf peut-être sur l'équilibre de la dissuasion, puisque ce sont des avions à usage dual, hein, à la fois nucléaire et conventionnel. Et là, du coup, ça a inquiété les Américains qui ont fait connaître leur inquiétude. Donc, sur le terrain, le rapport de force reste le même. Simplement, Poutine a accentué ses bombardements sur l'Ukraine, qui est de plus en plus dévastée. Et surtout, il y a 2 jours, il a fait une déclaration qui, là, est véritablement inquiétante pour la première fois. C'est qu'il a dit que l'Ukraine était un intérêt existentiel pour la Russie, que la guerre en Ukraine était une guerre existentielle, ce qui implique automatiquement dans la doctrine nucléaire russe la possibilité ou la légitimité de l'usage de l'arme nucléaire. C'est la première fois que ce terme est prononcé. Est-ce qu'au bout de 3 ans et demi, il n'y aura pas une lassitude de la population russe qui, disons, on met les pouces, on en a marre d'envoyer nos enfants, nos maris à l'abattoir, on en a marre de se serrer la ceinture? Est-ce que Poutine joue son va-tout ou est-ce qu'il peut continuer la guerre dans l'espoir d'un effondrement ukrainien qui ne survient pas? Alors, les chiffres sont difficiles, des sondages sont difficiles à interpréter. Jamais le chiffre le nombre de Russes partisans d'une négociation n'a jamais été aussi élevé. D'après le VADA, il y a une semaine, c'était 64%. C'est un record jamais atteint. Mais dans le même temps, il y a 80% des Russes qui soutiennent à fond l'action de l'armée russe. Donc, c'est très difficile de juger exactement quel est l'état de l'opinion russe. La société est quand même extrêmement verrouillée maintenant. Les gens peinent à s'exprimer. Et puis l'histoire de la Crimée, là il y a une quasi-unanimité en Russie pour considérer que la Crimée est russe. Donc je pense que Poutine a encore une marge de manœuvre importante vis-à-vis de son opinion. Mais donc, si lui, il veut conquérir l'Ukraine en entier, ça demande des efforts considérables. L'Europe ne peut pas le permettre. On est peut-être devant le scénario d'une guerre de très longue durée, alors. Alors, Poutine espère que l'armée, comme tu as dit, l'armée ukrainienne s'effondrera. En fait, elle ne s'effondrera pas. Mais tous les fondamentaux jouent au détriment de l'Ukraine, parce que le retrait américain va s'accentuer. À part l'ambassadeur, il n'y avait aucun ministre ni chef d'État à Ramstein lors de la dernière réunion. Donc, c'est pas la première fois que les Américains n'étaient pas à Istanbul le 2 juin non plus. Donc, il va y avoir un retrait américain. Il y a des livraisons d'armes, mais minimales, qui ont été acceptées par Trump. La question de l'observation satellitaire n'est pas réglée, mais je crois que pour l'instant, elle est encore accordée aux Ukrainiens. Et donc, les Européens vont se retrouver tout seuls. Et là, ça va être compliqué. On a vu, par exemple, que quand Merz a dit qu'il autoriserait l'utilisation, qu'il livrerait des Taurus et qu'il autoriserait l'utilisation des Taurus en profondeur dans le territoire russe, son ministre des Affaires étrangères, Vadful, et son ministre même de la Défense, alors le ministre de la Défense social-démocrate, mais Vadful est chrétien-démocrate, ils ont dit « Ouh là là, attention, faut qu'on réfléchisse, etc. » Ce qui a suscité d'ailleurs des réactions dans les pays baltes et tout. Donc on sent bien
que le fait de se retrouver seul face à la Russie pour défendre l'Ukraine va faire hésiter les Européens. Leur aide va continuer, mais il y a un moment où il faudra négocier. Jusque-là, les Européens, dans les négociations, par leurs documents, notamment ils ont envoyé un petit mémorandum après la réunion de Paris mi-avril, où les Américains ont présenté leur plan. Dans leurs documents, les Européens soutiennent à 100% les demandes ukrainiennes. Il n'y a aucune nuance, c'est récupération de tous les territoires, refus de la neutralisation de l'Ukraine, etc. Enfin, tout y est. Donc il y a un moment, sans doute, si les Européens sont seuls face à la Russie avec l'Ukraine, où ils devront réfléchir à une négociation en prenant en compte le fait que ce qui est en jeu actuellement, c'est la survie de l'Ukraine. C'est pas tellement Zaporijia, Kherson, les oblasts, c'est la survie de l'Ukraine en tant qu'État indépendant, favorable à l'Occident et démocratique. Et Oui, ça, mais quelle concession faire par rapport à Poutine qui n'en accepte aucune, qui n'en fait aucune? C'est-à-dire on pour peut l'instant, il dire, en fait aussi. oui, on peut dire donc que certains buts de guerre de Zelensky étaient irréalisables, reconquérir la Crimée, mais en fait, Poutine ne lâche rien. Donc même si Zelensky arrivait à des buts de guerre réalisables de son point de vue, cela ne viendrait pas arrêter la détermination de Poutine d'aller jusqu'au bout. Ben pour ça, en fait, ça va être le sort des armes qui va décider. Si l'Ukraine résiste à l'offensive actuelle, qui est sur tout le front, hein, y compris maintenant Dnipro, Soumy, Pokrovsk. Donc, si l'Ukraine résiste, ça va faire réfléchir Poutine, ça va peut-être le faire penser que ses militaires lui racontent des bobards, pardonnez-moi, et que finalement, il a peut-être un intérêt à traiter sur la base de, en gros, des accords de 2000, d'Istanbul. Quasi-accords avortés d'Istanbul de 2022. Étant entendu qu'il a toujours dit qu'il faudrait tenir compte quand même des acquis sur le terrain. Mais actuellement, ces demandes vont beaucoup plus loin, puisqu'il demande comme condition du cessez-le-feu l'évacuation de l'intégralité des oblasts, dont pratiquement encore 30% sont occupés par les Ukrainiens. Ouais. Merci Jean, enfin ce n'est pas très optimiste tout ça, mais en tout cas c'est lucide. Merci Jean de ces explications sur le déroulé de la guerre en Ukraine. Merci à toi.